Bonsoir et merci de suivre ce 23h. Voici les titres de cette édition. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part ce mardi au One Planet Summit à Boulogne-Billancourt, près de Paris. Ce sommet vise à apporter des solutions concrètes aux problèmes du changement climatique. Le Fonds monétaire international décaisse plus de 136 millions de dollars, soit environ 75 milliards de francs CFA en faveur de la Côte d'Ivoire. Un prêt pour accompagner la solidité de l'économie ivoirienne. L'école supérieure d'agronomie de Yamoussoukro forme l'élite des sciences agronomiques. Depuis 50 ans, l'ESA a formé plus de 1000 ingénieurs agronomes. Cet établissement est aujourd'hui le fleuron de l'agronomie ivoirienne. Nous en parlerons dans cette édition. Merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Ce mardi s'est tenu à l'île Seguin, en région parisienne, le One Planet Summit, consacré au financement de la lutte contre le réchauffement climatique pour les 2 ans de l'accord de Paris. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part à cette rencontre qui veut apporter des solutions concrètes au changement du climat. À Ouattouri. La scène musicale sur l'île Seguin, près de Paris, ce mardi 12 décembre. Une soixantaine de chefs d'État et de gouvernement, au rang desquels le président de la République, Alassane Ouattara, se sont retrouvés pour le sommet One Planet. Un sommet pour réaffirmer la force du collectif face à un enjeu aussi important que la lutte contre les changements climatiques. 2 ans après la signature de l'accord historique de Paris, il est temps, selon le président français Emmanuel Macron, de mettre en œuvre des actions concrètes. Ce One Planet Summit, c'est pour moi le début d'une nouvelle génération. Non pas un sommet où on va négocier une déclaration, mais un sommet d'abord où il y a les gouvernements. Il y a 127 États qui sont représentés. Où il y a les régions, les villes, où il y a les fonds souverains, les assurances, les banques, les philanthropes, et où il y a les entreprises privées, les ONG, la société civile, la jeunesse, les scientifiques, c'est-à-dire tous les acteurs de cette transformation. Et donc ce que nous devons faire, c'est très concrètement, chacune et chacun, expliquer les engagements que nous prenons fermement pour changer ce qui est devenu aujourd'hui comme une fatalité, pour choisir la vie et la planète qu'on va avoir. Pour le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, si l'accord de Paris a posé les bases de la lutte contre les changements climatiques, la finance doit aujourd'hui jouer un rôle déterminant. Le président du groupe de la Banque mondiale a pour sa part indiqué que les financements de son groupe vont désormais s'aligner sur les objectifs de l'accord de Paris. Jim Yong Kim a ainsi annoncé que la Banque mondiale ne financera plus les projets d'exploitation et de production d'hydrocarbures après 2019. Les participants, des acteurs publics, des philanthropes et des entreprises venues de partout ont pris une série d'engagements en vue de dégager de nouveaux financements pour sauver la planète. Le président Alassane Ouattara a accordé une interview à nos confrères français de CNews. Dans cet entretien télévisé, le chef de l'État évoque les enjeux de la lutte contre le réchauffement climatique pour le monde. Il s'est surtout posé en défenseur de la cause de l'Afrique dans ce combat. Pour lui, il est important pour tous les chefs d'État signataires d'appliquer l'accord de Paris sur le climat. Le président Alassane Ouattara insiste notamment sur la question du financement des projets écologiques sur le continent. Je vous propose d'écouter le président de la République. Vous vous intéressez beaucoup au climat depuis longtemps. Oui. De quelle manière la Côte d'Ivoire Oui. ressent-elle le dérèglement du climat? Ah oui, c'est au quotidien. Nous devons avoir normalement peu de pluie ces temps-ci, mais même encore hier soir, il a plu. Et donc, il y a l'érosion maritime, il y a des inondations, malheureusement des éboulements. C'est terrible pour nous, les pays qui donc avons
l'ambition de nous développer rapidement. Et les forêts sont touchées aussi. Les forêts, oui, les forêts sont touchées, les villes. C'est vraiment une catastrophe pour les pays en développement et notamment pour les pays africains. Pourquoi les pays africains? Mais parce que nous sommes les plus faibles et les plus fragiles. Je considère que nous contribuons très peu à la pollution, mais malheureusement, le dérèglement, les augmentations de température, nous payons le prix de la pollution des autres. Oui, voilà. Mais chacun a sa part de responsabilité, c'est évident. Il y a l'Occident, les États-Unis, la Chine, l'Inde, la Côte d'Ivoire et l'Afrique aussi. La Côte d'Ivoire, c'est très bas, quand même, parce que les gaz à effet de serre, nous savons qui les émet. C'est quand même pas l'Afrique. C'est 2-3% de l'émission mondiale. Et nous considérons que nous sommes victimes et nous demandons aux grands de prendre leurs responsabilités, de penser à l'humanité, de penser aux autres. Ah oui. Est-ce que vous pensez qu'ils sont indifférents? Ce n'est pas qu'ils sont indifférents. Ingrats. Non, ce n'est pas qu'ils sont indifférents, ingrats, mais je trouve que c'est inéquitable. Et ce sommet sera l'occasion de faire le point. Et nous avons rempli tous nos engagements. Nous avons signé l'accord, nous l'avons déposé aux Nations Unies. Nous avons donc mis tous les instruments, toutes les structures en place. Mais ce qu'il faut maintenant, c'est le financement. Le financement pour que les énergies renouvelables prennent le relais. Et nous sommes en train de commencer à le faire. Nous avons besoin de financement. Donc nous allons insister sur la question du financement à l'occasion de ce sommet. Et vous intervenez souvent. J'ai vu que vous étiez intervenu à la COP21, vous étiez intervenu aux Nations Unies chaque fois que vous le pouvez. Je sais bien que le président américain Donald Trump n'écoute personne. Mais est-ce qu'il faut lui demander de respecter l'accord de Paris ou d'encourager ceux qui, dans son pays, veulent lutter contre la pollution et le dérèglement? Moi, je félicite le président Macron. Dès la décision du président Trump, il a énoncé la position de la France, qui est la position de tous les pays comme les nôtres. Nous sommes victimes et nous considérons que les grands, les États-Unis, la Chine, l'Inde, etc., doivent contribuer à faire baisser donc la température et ne pas l'augmenter au-delà des 2 degrés. C'est l'engagement qu'ils ont pris, c'est les gouvernements démocratiques. Ce qui est fait par un gouvernement doit être appliqué pour les autres. On nous dit, nous, de le faire, mais pourquoi pas les autres? C'est ce que vous allez dire aujourd'hui et demain non, je le dirai, je l'ai dit déjà, mais vous allez l'affirmer. C'est bien devant les 100 pays et il y a 800 acteurs qui ne sont pas des États qui sont là, il y a des grandes vedettes. Mais regardez surtout les pays insulaires, ces pays ils vont disparaître de la carte si ça continue. Il faut tout de même penser à l'humanité. 75 milliards de francs CFA, c'est le montant du prêt accordé par le Fonds monétaire international en faveur de la Côte d'Ivoire. Ce prêt va accompagner la solidité de l'économie du pays. Cheikh Kony. C'est dans le cadre de 2 accords que ce prêt a été accordé à la Côte d'Ivoire. Il s'agit en premier de l'accord sur la facilité élargie de crédit et le second accord qui porte sur le mécanisme élargi de crédit. Le but de ce prêt est d'équilibrer la balance des paiements de la Côte d'Ivoire et soutenir son plan national de développement qui a pour priorité d'atteindre une croissance inclusive. L'institution de Washington souligne que les solides politiques mises en œuvre par les autorités ivoiriennes dans le cadre du programme appuyé par le Fonds monétaire international ont contribué à asseoir la confiance des marchés financiers internationaux, ce qui a permis de mener à bien un second Eurobond en juin dernier qui a permis à la Côte d'Ivoire de récolter plus de 710 milliards de francs CFA. Le Fonds monétaire international estime par ailleurs que la croissance du produit intérieur brut du pays devrait rester supérieure à 7% sur la période 2017-2019 et les risques qui pèsent sur les perspectives sont globalement équilibrés. Toutefois, le FMI encourage les autorités ivoiriennes à accélérer les réformes structurelles. Pour rappel, ce prêt de l'institution de Bretton Woods porte le total des montants décaissés à environ 371,3 millions de dollars, soit 204,2 milliards de francs CFA. Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, était ce mardi devant les députés membres de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Il était venu leur présenter le projet de budget 2018 en vue de son adoption. Mais l'examen n'est pas allé à son terme du fait d'un préalable. La séance d'examen et du vote du budget en commission a donc été reportée au vendredi prochain. Jean-Louis Gbangbo. Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé du budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, a à peine bouclé l'exposé des motifs du projet de budget 2018 que Félix Anoblé, député de San Pedro Commune, soulève un préalable.
Il souhaite que les détails du budget alloué à l'Assemblée nationale soient communiqués aux députés avant toute poursuite des débats. Un préalable qui suspendra les débats pendant 2 heures. À la reprise, à 13h05, le préalable est levé, mais les discussions achoppent toujours sur la question du budget du Parlement. Seconde suspension d'1 heure et finalement, le président de la Commission des affaires économiques et financières annonce le report du vote du budget 2018. Je peux rassurer tous les concitoyens pour dire qu'il n'y a aucun problème au niveau du budget et que c'est un problème interne des députés qui veulent absolument voir les rubriques qui concernent leur propre budget, les affectations des grandes masses et à quoi servira donc ce budget-là. Pour les membres de la Commission, ce report est l'expression de la démocratie au sein même de l'Assemblée nationale. Il s'agit d'œuvrer à l'application des règles de la bonne gouvernance. Nous sommes dans une institution, l'institution a des règles que nous nous sommes nous-mêmes édictées. Il est de notre devoir de faire en sorte que ces règles soient appliquées. C'est le jeudi prochain que les députés discuteront du budget de leur institution. L'examen et le vote du budget 2018, lui, a été reprogrammé au vendredi 15 décembre. Notons que ce budget s'équilibre en ressources et en charges à 6 756 milliards 257 616 332 francs CFA. À la suite des perturbations observées dans certains établissements scolaires à quelques jours des congés de Noël et du Nouvel An, le ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, a fait une déclaration que nous vous proposons de suivre. Depuis quelque temps, des SMS malveillants circulent invitant les élèves à paralyser l'école. Comme pour mettre ces menaces en application, ce lundi 11 décembre 2017, des élèves de certains établissements scolaires ont perturbé les cours, exprimant ainsi leur désir d'aller en congé de Noël avant la date officielle du 22 décembre 2017. Ces perturbations, si elles continuent, auront des conséquences négatives sur le temps d'apprentissage et sur les résultats scolaires de nos enfants. Cet état de fait est inacceptable et condamnable. Je rappelle à tous que le thème de cette année scolaire est « Civisme et engagement de tous pour une école de qualité ». Par conséquent, j'en appelle au sens de responsabilité de tous, élèves, parents d'élèves, chefs de communauté, guides religieux, responsables locaux de l'administration scolaire. Aux élèves, je rappelle que votre rôle est d'apprendre et de maintenir dans votre école un climat propice à l'apprentissage. Votre réussite ou votre échec en fin d'année dépend du temps que vous consacrez à vos études. Ressaisissez-vous donc. Aux parents d'élèves, sachez que votre contribution est essentielle. Votre responsabilité est totale dans l'éducation de vos enfants. Vous devez vous impliquer résolument en vue d'assurer la continuité des enseignements tout au long de l'année scolaire. Vos enfants, coupables de ces perturbations, s'exposent à des sanctions irrévocables. Les auteurs d'actes de vandalisme subiront la rigueur de la loi. Aux chefs de communauté et aux guides religieux, je demande implication et engagement fort afin d'amener les populations sous votre autorité à sensibiliser leurs enfants pour un retour à l'apaisement et à la reprise des cours dès demain mercredi 13 décembre 2017. Aux directeurs régionaux et directeurs départementaux, représentants de la tutelle dans les régions, vous êtes tenus d'assurer la continuité de l'école avec tout ce que cela comporte comme décision à prendre. Votre responsabilité est engagée pour le maintien de l'ordre dans votre aire de compétence. Aux chefs de circonscription et aux chefs d'établissement, je vous engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour un retour au calme, y compris en identifiant
et en sanctionnant de manière exemplaire les meneurs et tout autre fauteur de troubles. La Côte d'Ivoire a consenti beaucoup d'efforts pour relever le défi de l'éducation de ses enfants. Nous avons accompli de nombreux progrès. Nous devons les préserver. Je vous remercie. Plusieurs organisations ont également lancé un appel à la reprise des cours demain et au calme dans les écoles, suivant dans un premier temps la déclaration des rois et chefs traditionnels. Je voudrais, au nom de Sa Majesté, Amo Tanoé, et de l'ensemble des 35 membres du directoire, me permettre cet après-midi de demander à tous nos enfants ivoiriens qui vont à l'école qu'ils doivent assurer leur avenir de demain. Pas de manipulation politique. Qu'ils aillent à l'école pour devenir ministre, qu'ils aillent à l'école pour devenir DG. Ils n'ont pas de compte à rendre à quelqu'un. Et que dans ce pays-là, le président Foufou-Boigny a fait que la Côte d'Ivoire est devenue un pays fréquentable. Alassane Ouattara a fait ce pays est devenu fréquentable. Nous-mêmes, nos enfants doivent être des enfants qui puissent se comporter comme des vrais enfants ivoiriens. En dehors de ça, nous les invitons donc demain, mercredi, à reprendre les cours. Au nom de la chefferie traditionnelle, nous demandons aux 35 membres de la Chambre de 31 régions de demander à tout le monde de suivre les enfants à l'école pour faire en sorte que la Côte d'Ivoire puisse être la locomotive de l'Afrique. Et nous l'avons démontré avec le président Alassane Ouattara, nous l'avons vu il y a une semaine, que les enfants aillent à l'école. Il n'y a rien d'autre. L'association des mères indignées exhorte aussi à reprendre les cours dans les établissements. Je vous invite à écouter son porte-parole. On voudrait lancer un appel à nos enfants. Nous, en tant que maman, notre souhait, c'est de voir demain nos enfants devenir des cadres de ce pays. Et pour cela, on leur demande de prendre les études au sérieux. Parce que c'est dans l'école qu'on devient quelqu'un demain. C'est en apprenant qu'on devient ministre demain. C'est en apprenant que demain, on peut pouvoir travailler dans un bureau ou devenir un jour président de la République. Mais si ils négligent les études et qu'ils écoutent ceux qui ne vont plus à l'école et qu'ils écoutent des personnes qui ont des idées derrière la tête, qui veulent simplement les perturber et perturber les études, ils ne deviendront rien dans ce pays. Ce n'est pas notre souhait. Parce que notre avenir aussi, aujourd'hui, c'est nos enfants. Demain, dans la vieillesse, ce sont eux qui vont prendre soin de nous. Mais s'ils ne deviennent rien demain, qu'est-ce que nous, on deviendra? Alors qu'ils aient pitié de nous, qui sommes leurs mamans, qu'ils oublient tout ce qui est désordre, qu'ils prennent les études au sérieux. Vous venez d'écouter la présidente des mamans indignées de Côte d'Ivoire. Le dossier de ce mardi est consacré à l'ESA, l'École supérieure d'agronomie. Située dans la ville de Yamoussoukro, cet établissement a pour vocation de former l'élite des sciences agronomiques. Depuis 50 ans, l'ESA a formé plus de 1000 ingénieurs agronomes. L'ESA de Yamoussoukro, le fleuron de l'agronomie ivoirienne, est signé Cheikh Kone. Ce matin, cours de marketing agricole dans cette salle de classe de 15 étudiants, tous en 3e année de spécialisation en agronomie. Qu'est-ce qu'on a dit, n'est-ce pas, du tableau de bord? On a dit que le tableau de bord est un outil qui permet au manager d'avoir une vue générale sur ses activités. Nous sommes à l'École supérieure d'agronomie, ESA, l'une des 8 grandes écoles d'ingénieurs de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Créée en 1996 à la faveur d'une réforme, l'ESA est la fusion de 2 prestigieuses écoles de formation des cadres supérieurs dans les domaines des sciences agronomiques, à savoir l'ex-École nationale supérieure d'agronomie ENSA et l'Institut agricole de Bouaké, IAB. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture et donc nous aussi nous disons que le succès de ce pays repose sur les ingénieurs agronomes. Et donc en 50 ans, ces personnes ont pu relever les défis du monde agricole. Dans un premier temps, c'est la souveraineté agricole. Ensuite, c'était donc les matières premières avec la question de la transformation. Depuis sa création, la mission de l'ESA est de répondre aux enjeux du développement agricole et agroalimentaire en formant les élites de la Côte d'Ivoire et de la sous-région. En 50 ans, l'école a formé 1000 ingénieurs agronomes de conception et managers d'entreprises agricoles qui ont joué leur partition au niveau national, sous-régional et international.
Les étudiants que nous avons eus, qui sont devenus donc des hauts cadres de l'administration publique ivoirienne, des institutions internationales, je cite par exemple la FAO, la Banque mondiale et d'autres institutions importantes au niveau international. Chaque année, 300 étudiants intègrent l'école par voie de concours et sont formés aux métiers de l'industrie agroalimentaire, la production agricole, le management agricole, la foresterie, la gestion des exploitations agricoles. C'est le cas du jeune Nabioula Dosso, qui intègre cette prestigieuse école après l'obtention de son baccalauréat série D. Il faudrait qu'on applique l'agriculture de façon à sortir du prototype dans lequel l'agriculture ivoirienne se trouve. On produit ce que les autres consomment et on consomme ce qu'ils produisent. Il faut qu'on arrive à changer la tendance. Nous consommons ce que nous produisons. Voilà, et ça, on a les moyens de le faire. Et je pense que c'est le prochain défi pour nous qui sont les futurs experts du domaine. Nabioula ambitionne de faire partie des nombreux cadres agronomes que compte la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, à 23 ans, il parachève son cycle ingénieur de conception en agronomie, option agribusiness. J'ai pour ambition de monter une entreprise de transformation d'aliments pour d'une part permettre, d'abord les aliments sont des aliments médicaments, donc ça sera pour permettre aux populations de se nourrir sainement. Mais par-dessus tout, j'ai un rêve qui est encore plus grand, c'est de voir une fois des Blancs dans leur pays faire un rang pour acheter à manger dans mon restaurant. Pour réaliser son rêve, Nabioula, comme la majorité des étudiants de l'école, se donne tous les moyens, de jour comme de nuit. Il faut qu'on soit très compétitif, parce que sur le marché, il y en a déjà qui sont bons marketeurs, qui sont bons managers, mais la différence, c'est qu'ils n'ont pas forcément le background que nous, on a pour exercer dans le domaine agricole. Donc voilà un plus, quoi. Donc l'agribusiness aussi vient répondre à cela. Et donc il faut travailler en chambre, à appliquer ce qu'on voit en classe partout. La riche expérience de la Côte d'Ivoire en matière de formation des ingénieurs agronomes est perçue comme l'un des leviers majeurs du moteur de croissance économique dans le développement de l'agriculture. Cette réputation a dépassé les limites des frontières ivoiriennes. Ainsi, chaque année, une cinquantaine d'étudiants d'autres pays entrent à l'école supérieure d'agronomie. Alissa Chichi, venue des Comores, en fait partie. La Côte d'Ivoire, pour moi, c'est un pays que son économie repose le plus sur l'agronomie. Donc je me suis inspirée sur cela pour venir faire ma formation en Côte d'Ivoire. Le secteur agricole dans mon pays n'est pas trop développé. On utilise beaucoup les instruments rudimentaires. J'aimerais apporter, suite à ma formation, j'aimerais apporter ma pierre au sein de mon pays afin de développer le secteur et puis d'enrichir, développer l'économie agricole. Après 4 années de formation, Anissa prépare son diplôme de cycle ingénieur de conception en agronomie. Dans un an, elle retournera dans son pays pour se mettre au service du développement du secteur agricole comorien. Des exemples comme celui d'Anissa sont légion avec la présence d'étudiants venus de plusieurs régions de l'Afrique. Une reconnaissance continentale qui a conduit l'ESA à revoir son offre pédagogique pour l'adapter aux nouveaux enjeux de l'agriculture. À ce niveau, l'école multiplie les partenariats avec les entreprises pour faciliter l'intégration professionnelle de ses futurs cadres. Chaque semaine, un point de départ en stage des étudiants est effectué par le comité de direction. Les entreprises vraiment préfèrent avoir des stagiaires venant de notre école par rapport donc aux résultats. Parce qu'il y a des entreprises qui nous donnent des retours de satisfaction de nos étudiants et ce qui simplifie effectivement la tâche pour replacer des étudiants dans ces mêmes conditions. Une innovation majeure et une offre pédagogique attrayante qui font de cette école d'élite le fleuron de la formation agricole de la Côte d'Ivoire et au-delà. Depuis 2010, la coopération allemande a mis en place l'école d'entrepreneuriat agricole en faveur de la Côte d'Ivoire. Il s'agit d'une approche permettant aux paysans de mieux générer leurs exploitations ainsi que les revenus. Aujourd'hui, la coopération allemande a décidé de passer le projet sous la gestion du gouvernement, d'où l'organisation ce mardi d'un atelier à l'attention des acteurs à Abidjan. Lancine Bakayoko. Développer la coopération allemande, l'approche école d'entrepreneuriat agricole, vise à induire un changement d'attitude chez les agriculteurs. 7 ans après sa mise en œuvre en Côte d'Ivoire, le moment est venu pour la coopération allemande de passer la main. Nous sommes en train, disons, de préparer notre départ parce qu'un programme ou un projet a une durée de vie limitée avec des objectifs bien spécifiques et les mesures de nos indicateurs montrent que nous sommes en train d'atteindre
nos objectifs. L'héritage que laisse la coopération allemande a la particularité de combiner les bonnes pratiques agricoles et le management des exploitants avec pour objectif d'accroître les revenus. L'approche de l'école d'entrepreneuriat agricole est une initiative qui cadre parfaitement avec la vision de la loi d'orientation agricole de Côte d'Ivoire. L'idée, c'est de pouvoir faire de ces exploitants de véritables chefs d'entreprise et pour que l'agriculteur ne soit plus vu comme un cas social, mais plutôt un investisseur. L'Agence nationale d'appui au développement rural, ANADER, structure opérationnelle de l'État, est disposée à prendre le relais. Dans cela, il y a tout un accompagnement qu'on doit pouvoir leur apporter. C'est l'accompagnement pour qu'ils sentent ce qu'ils peuvent gagner à partir de leurs ressources. Est-ce qu'ils doivent prendre des crédits? S'ils prennent des crédits, comment est-ce qu'ils doivent les gérer? Est-ce qu'ils doivent épargner? S'ils épargnent, qu'est-ce qu'ils doivent faire avec leur épargne? Une école d'entrepreneuriat agricole accueille généralement 25 à 30 agriculteurs qui sont formés en 5 matinées successives. Parlons environnement. Le FLEGT est un processus dont l'objectif est d'améliorer la gouvernance forestière en Côte d'Ivoire. Un comité technique de négociation dénommé CMT a été créé en 2013 pour assurer le suivi de cette gouvernance. Il est composé de représentants de l'administration, la chefferie traditionnelle, la société civile et le secteur privé. Toutes les fins d'année, un bilan d'activité est dressé. En termes d'acquis, il y a eu l'identification des initiateurs de la traçabilité du bois et la valorisation des résultats des études réalisées pour la formalisation du marché national du bois. La vérification de la légalité du bois ivoirien et l'assainissement du marché national du bois sont autant de défis à relever. Loin de la Côte d'Ivoire, dans la région du Kasaï, dans le centre de la République démocratique du Congo, des violences opposant les forces de sécurité et des miliciens depuis août 2016 ont entraîné des pénuries alimentaires. Ainsi, au moins 400 000 enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition aiguë sévère pourraient mourir en 2018 s'ils ne sont pas assistés, a prévenu mardi le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. L'UNICEF réclame des interventions sanitaires et nutritionnelles. Sidonie Davila. Sans soins de santé adéquats, sans accès à la nourriture et à l'eau potable, la vie de centaines de milliers d'enfants dans la région du Grand Kasaï, en RDC, est menacée. Selon l'UNICEF qui a mené l'étude, les approvisionnements alimentaires et les produits de base sont devenus rares dans la région. Ces enfants, qui sont parmi les plus vulnérables du pays, pourraient mourir en 2018 s'ils ne sont pas assistés par des interventions sanitaires et nutritionnelles, explique le communiqué de l'UNICEF. Pour y faire face, l'organisation a besoin de 40,2 millions de dollars, soit plus de 22 milliards de francs CFA, pour sa réponse d'urgence au Kasaï en proie à des violences depuis plusieurs mois maintenant. Comme toutes les agences de l'ONU ou les grandes ONG, l'UNICEF déplore le sous-financement de ces interventions et affirme n'avoir reçu que 15% du financement nécessaire pour répondre aux besoins nutritionnels des enfants en 2017. Selon l'organisation, la situation désastreuse a été largement causée par la violence, les déplacements massifs et la réduction de la production agricole au cours des 18 derniers mois. L'insécurité alimentaire sévère affecte maintenant de grandes parties de la région du Grand Kasaï en RDC et les conditions ne devraient pas s'améliorer avant juin 2018, affirme l'UNICEF. Retour en terre ivoirienne avec le sport football. Le représentant de la région du Gontougo en Ligue 1 est en difficulté. En effet, après 10 journées disputées, l'AS Tanda a enregistré 6 défaites et 4 matchs nuls, ce qui lui donne seulement 4 petits points. Ce week-end, sur sa base au stade Alitimité de Bondoukou, la défaite devant le Sporting Club de Gagnoa est jugée de trop par les supporters. Sébastien Vonnier, Match Samuel. Je suis supporter de Tanda, ça me fait maintenant 10 ans. Je suis dessus de mon équipe aujourd'hui. Nous sommes en 10e journée. Pas encore une victoire pour Tanda. Pourquoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Le président, j'aimerais le rencontrer. Il ne sait pas ce qui ne va pas. Au stade, à l'intimité de Bondoukou, supporters et encadreurs de l'AS Tanda s'expliquent difficilement ce qui arrive à leur équipe. Une situation devenue encore plus compliquée dimanche 10 décembre 2017 face au Sporting Club de Gagnoa où, à la 81e minute,
Zerbo Ibrahim marque l'unique but de la partie pour Gagnoa. C'est pas facile de payer 500 francs à chaque fois et venir et puis quand tu vas à la maison, le découragement, vraiment c'est pas normal, c'est pas normal. Donc ce qu'on propose aux dirigeants de faire un effort pour chercher des attaquants, franchement, de renforcer l'équipe. On aime l'équipe, mais vraiment, avec ces Chinois à domicile, toujours on prend des défaites, vraiment, c'est très difficile. 10 matchs disputés, 6 défaites, 4 matchs nuls. L'entraîneur adjoint Kessié Franck se pose des questions. Depuis contre Africa, c'est comme ça. Et nous, toujours, on offre le but. Toujours. Chaque match, nous, on donne. Là, vous avez vu. C'est grave. Vraiment, ça devient très inquiétant. On va retourner, on va réfléchir encore, discuter avec le président pour voir comment on peut gérer cette histoire-là. Sinon, vraiment, c'est difficile. Pour l'heure, la situation est alarmante, mais peut être sauvée si et seulement si elle devient une affaire de toute la région du Gontougou. Toujours en sport, réunissant plus de 200 participants chaque année, les rencontres internationales des grands événements sportifs sont devenues un événement économique et politique d'envergure. C'est aussi le rendez-vous des industriels du sport qui veut se positionner sur les marchés mondiaux. François Amicha, le ministre des Sports, était l'invité. Il s'est fait le promoteur du marché ivoirien à Paris, en France. Salif Ouattara. Les rencontres internationales des grands événements sportifs, c'est le rendez-vous annuel d'information et d'échange des professionnels de l'économie du sport. Cette journée, soutenue par les ministères français des Affaires étrangères et du sport, est une occasion pour le milieu des affaires de comprendre les besoins des marchés internationaux du sport. Le ministre François Albert Amicha, invité de la manifestation à Paris, n'a pas raté l'opportunité de vendre le marché Côte d'Ivoire qui offre de nombreuses possibilités d'investissement. Il nous paraissait essentiel de parler de la réhabilitation de tous les anciens stades qui avaient été construits durant les fêtes tournantes de l'indépendance. Il nous paraissait essentiel de parler également des infrastructures sportives dans les lieux scolaires et universitaires. Je peux dire qu'on a rencontré une oreille attentive de la part des investisseurs, puisque au sorti de la présentation, nous avons été accostés par de nombreux opérateurs qui ont promis faire le déplacement à Abidjan pour pouvoir continuer la réflexion. Profitant de son séjour parisien, François Albert Amicha a rencontré Laura Flessel, son homologue de France, avec laquelle il a fait le tour de la coopération entre les deux pays en matière de sport. Laura Flessel a notamment félicité la Côte d'Ivoire pour la belle organisation des 8e Jeux de la francophonie. Fin de ce 23h. Merci de votre attention. Très bonne fin de soirée.